Bonjour, bienvenue dans ce cours sur les États-Unis et le monde depuis 1945. Le XXe siècle est souvent présenté par les historiens comme le siècle des États-Unis. C'est en effet le siècle où ce jeune pays affirme sa puissance et exerce une influence croissante à l'échelle mondiale. Alors il peut être intéressant là d'expliquer un peu ce terme de puissance. On peut le rappeler que l'influence mondiale d'un État, sa puissance, peut se manifester de différentes manières. Elle peut s'exercer sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire et même sur le plan culturel. C'est ce qu'on appelle le soft power. Les États-Unis ont utilisé alternativement ou conjointement ces différents vecteurs de puissance depuis 1945. Alors, pour situer un peu le sujet, il faut rappeler que longtemps, les États-Unis ont pourtant été une puissance hésitante. Jusqu'en 1945, la doctrine dominante aux États-Unis est la doctrine Monroe. C'est une doctrine isolationniste qui peut se résumer dans la formule l'Amérique aux Américains, l'Europe aux Européens. Mais une autre force pousse les États-Unis à intervenir. Ils l'ont fait lors de la Première Guerre mondiale, ils le refont lors de la Deuxième Guerre mondiale, toujours après de longues hésitations. Alors cette volonté d'intervenir est poussée par le messianisme américain, la doctrine de la destinée manifeste. Cette doctrine veut que les États-Unis ont un rôle historique, mondial, presque divin, et qu'ils doivent porter les valeurs de liberté, de la démocratie à travers le monde. Alors, à partir de 1945, pour la première fois, les États-Unis décident d'assumer pleinement leur rôle de puissance. Ils deviennent une des deux superpuissances de la guerre froide. Aujourd'hui encore, les États-Unis sont une puissance majeure. On parle même parfois d'hyperpuissance pour les désigner. Comment la puissance états-unienne s'est-elle imposée depuis 1945? Quelles sont ses limites? Alors pour répondre à cette question, deux parties. Tout d'abord la période de 1945 aux années 80, où les États-Unis s'affirment comme une superpuissance mondiale. Puis la période des années 80 à nos jours, où les États-Unis profitent du déclin de l'Empire soviétique pour s'imposer comme une hyperpuissance, mais une hyperpuissance, on le verra, qui est aussi de plus en plus contestée. C'est donc après 1945 que les États-Unis vont s'affirmer véritablement comme une superpuissance mondiale. Cette partie va être traitée en trois sous-parties. Tout d'abord, nous allons montrer que les États-Unis, avec la guerre froide, s'affichent comme les défenseurs du monde libre. Vous voyez là le fameux écho de cette doctrine de la destinée manifeste, cette volonté de s'afficher comme le phare de la démocratie, de la liberté, du progrès. Cette influence est renforcée par le soft power, la puissance douce, la puissance culturelle. Mais dès les années 60, ce leadership américain est progressivement remis en question. Alors c'est assez intéressant, cette affirmation de la puissance américaine, en fait, n'est pas linéaire. Il y a des coups de mou, il y a des moments où elle est remise en cause, où elle est discutée. Alors, il faut bien comprendre que cette année 45 est vraiment un tournant majeur. Les États-Unis sont une grande puissance depuis le début du XXe siècle. C'est déjà la première puissance industrielle, la première puissance financière, voire la première puissance militaire dès les années 1920 au début du siècle. Pourtant, il se désintéresse, on sait pourquoi, on l'a vu en introduction, en raison de la doctrine Monroe, la domination de cette doctrine isolationniste. Il refuse de prendre, si vous voulez, le pas sur l'Europe qui a dominé le monde au XIXe siècle. Donc il faut attendre le lendemain du deuxième conflit mondial pour que ce tournant majeur dans la politique internationale diplomatique des États-Unis ait lieu. Les États-Unis s'affirment alors comme une puissance désormais globale et s'engagent pour la première fois dans le monde en temps de paix. Alors ils l'avaient déjà fait en temps de guerre, lors de la Première Guerre mondiale en 1917, lors de la Deuxième Guerre mondiale après 1941, et bien là, après 1945, ils vont jouer un rôle mondial en temps de paix. Donc la grande nouveauté est vraiment là. C'est vraiment un abandon de la doctrine isolationniste. Alors, en 1945, les États-Unis affirment cette volonté d'établir un nouvel ordre mondial basé sur le multilatéralisme,
avec la création de l'ONU lors de la conférence de San Francisco. Ce projet est porté par le président Roosevelt et reprend quelque part l'idéal qu'avait eu Wilson à la fin de la Première Guerre mondiale. Les États-Unis, on le sait, proposent également un nouvel ordre économique mondial à travers les fameuses négociations de Bretton Woods. Ces négociations leur permettent d'imposer leur thèse économique libérale. On sait que le GATT prévoit l'ouverture des frontières. On sait aussi que ces accords prévoient la création de deux institutions, le FMI et la Banque mondiale, installés tous les deux aux États-Unis à Washington, comme le siège de l'ONU est installé à New York. Alors cette géographie des grandes organisations internationales nées en 1945 montre bien la prééminence des États-Unis. La guerre a également renforcé leur poids économique. Les États-Unis sont incontestablement la première puissance économique. Le dollar, on le sait, est devenu le pivot du système monétaire international, la seule monnaie convertible en or. Et la reconstruction de l'Europe ne pourra se faire qu'avec les capitaux américains du plan Marshall. Mais surtout, pour la première fois, ils interviennent en temps de paix, ils assument leur rôle de puissance mondiale lorsqu'éclate la guerre froide. Ils se présentent comme les défenseurs du monde libre contre les dictatures communistes. Cette intervention va se faire tout d'abord avec la création de grandes alliances militaires, l'OTAN avec les pays d'Europe de l'Ouest, le pacte de Bagdad au Moyen-Orient et enfin l'OTAN en Asie et en Océanie. Le bras de fer avec l'URSS va même conduire parfois les États-Unis à intervenir directement militairement lors de la guerre de Corée dans les années 50 ou durant la guerre du Vietnam dans les années 60-70. Cette intervention américaine, cette influence américaine sur le plan politique, diplomatique, militaire se double d'une influence croissante sur le plan culturel. Donc le soft power des États-Unis est de plus en plus fort, de plus en plus influent. Alors, la richesse du pays quadruple entre 1950 et 1970. L'ensemble de la population accède à la consommation de masse, symbolisée par l'automobile et les grandes surfaces, les shopping malls. Et naturellement, cet American Way of Life devient un modèle qui fait rêver le monde entier. Il est diffusé d'ailleurs par des grandes marques emblématiques comme Coca-Cola ou McDonald's. Alors ce modèle culturel américain, incarné par la musique rock, les grandes stars du cinéma comme James Dean ou Marilyn Monroe, est un symbole de jeunesse, de liberté, qui renforce l'influence américaine. Ce soft power alimente l'American Dream, qui attire des millions de migrants chaque année sur le territoire américain. Alors ces migrants qui cherchent une vie meilleure, qui cherchent un idéal incarné par ce mode de vie américain. Enfin, Hollywood devient la capitale mondiale, l'usine à rêve de la planète, dans les années 50-60. Les films grand public américains ne véhiculent pas que des images, ils véhiculent aussi des valeurs, les valeurs d'une Amérique triomphante, individualiste, fière de ses valeurs démocratiques, et qui justifie sa politique internationale par la lutte contre les ennemis de la liberté. Mais dès les années 60, ce leadership américain va être progressivement remis en cause. Les États-Unis sont en effet affaiblis économiquement par la fin des 30 glorieuses et les débuts de la crise économique. Leur modèle de croissance et de bien-être est quelque part questionné et remis en cause. L'Europe a retrouvé sa capacité internationale, le Japon et dans son sillage d'autres pays asiatiques concurrencent de plus en plus l'industrie américaine. Parallèlement, le marché intérieur américain est saturé. Et enfin, la crise pétrolière déstabilise gravement l'économie américaine, tout d'abord en 1973, puis en 1979. Toutes ces turbulences poussent d'ailleurs le président Nixon à quitter, à abandonner le système de Bretton Woods, puisqu'en 1971, on le sait, les États-Unis abandonnent la convertibilité du dollar en or. Cette crise n'est pas seulement économique, elle est aussi morale et politique. Le Vietnam a été un véritable traumatisme aux États-Unis et dans le reste du monde. C'est la première fois que le pays est mis réellement en échec lors d'un conflit.
D'autre part, le modèle américain porteur de liberté, de démocratie, de respect des peuples, eh bien, cet idéal américain est décrédibilisé par ce conflit, puisque les principales victimes de cette guerre de Vietnam ont été les victimes civiles. La guerre du Vietnam devient l'exemple de l'abus de puissance des États-Unis et de l'arrogance américaine. L'anti-américanisme, à cette occasion, progresse partout dans le monde. Parallèlement, l'URSS, elle, connaît au contraire de nombreux succès, aussi bien en Amérique du Sud qu'en Afrique. L'année 79, à ce titre, est une année terrible pour la puissance américaine. Suite à la révolution islamiste en Iran et le renversement du régime du Shah, proche des Américains, eh bien, les États-Unis perdent le contrôle d'un pion très important au Moyen-Orient. La même année, l'armée soviétique envahit l'Afghanistan. Et une révolution porte au pouvoir les sandinistes, donc des révolutionnaires proches de Moscou, au Nicaragua, en Amérique centrale. Les États-Unis se sentent donc terriblement affaiblis, terriblement vulnérables, notamment sous la présidence de Jimmy Carter. Cependant, les États-Unis vont renaître de leurs cendres dès le début des années 80.